Bien, mes chers collègues, quand j'ai reçu, ça devait être au début du mois de juillet, ou un peu avant, la version quasi définitive du rapport de la Chambre régionale des comptes, puisque comme précédent ordonnateur, j'ai été entendu par les magistrats de la Chambre régionale des comptes, je me suis dit qu'il était possible d'avoir une séance de présentation de ce rapport durant laquelle des lectures divergentes des observations puissent s'exprimer. Mais je vous le dis sincèrement, je ne pensais pas que ça puisse, après l'intervention inédite du président en amont de la présentation du rapporteur, je ne pensais pas qu'on puisse en arriver à ce point. Je ne sais plus si on est dans le champ politique, budgétaire et comptable, mais ce niveau de déni, pour tous ceux qui autour de la table ont eu l'habitude de lire des rapports de Chambre régionale des comptes, ce niveau de réécriture, exercice qui peut s'entendre. Je vais puiser là la phrase qui m'intéresse et j'oublie savamment celle qui me pose plus problème. Je ne veux pas, moi, pour autant, participer de cet exercice. Parce que le mérite premier de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, 4 ans après le lancement de votre mobilisation, je n'ose dire de votre campagne sur la situation budgétaire et financière du département, bien évidemment, moi je l'attendais, ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Très sereinement. Et la lecture de celui-ci, mais bon, après il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est-à-dire que si vous continuez à penser que ce rapport légitime les 3 axes de votre campagne de communication, alors je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous avez fait pendant des années, avec des intensités diverses, Vous avez mis en avant 3 choses. Le département était en faillite. Vous avez commis des irrégularités budgétaires et comptables, et vous avez commis des illégalités, des faits délictueux, et c'est la raison pour laquelle vous avez déposé une plainte contre X pour faux en écriture. Voilà le triptyque de vos éléments de langage, de votre communication et du choix politique que vous avez fait. Faillite, irrégularité, illégalité. Pendant toute une série de séances, à la MIE d'abord, puis à chaque débat budgétaire, ou au moment de l'examen des protocoles, nous avons eu à débattre entre nous des interprétations sur chacun de ces 3 points. Il nous fallait donc un juge de paix, la Chambre régionale des comptes, dont c'est le job, et qui était la plus à même de se prononcer sur ces 3 éléments. Le département de l'Essonne était-il en faillite? Des irrégularités budgétaires et comptables ont-elles été commises dans les factures non rattachées? Et les magistrats devaient-ils faire un article 40 du Code de procédure pénale en ayant découvert des faux en écriture, conformément d'ailleurs à ce que le procureur de la République avait indiqué après votre dépôt de plainte en disant « Je ne suis pas en mesure d'apprécier et d'ouvrir une enquête pénale, il y aura des procédures de contrôle des collectivités et c'est celles-ci qui vont nous permettre d'étayer les éléments. » Sur ces 3 points, vous parliez de rupture, vous parliez de faits. Sur ces 3 points, je le dis, mais bon, la Chambre régionale des comptes répond par la négative à chacun des 3 points. Vous dites, Monsieur le Président, que vous avez saisi la Chambre régionale des comptes. Oui, une première fois en novembre 2015, ça participait aussi de la montée en puissance, puis une deuxième fois en 2016, et la Chambre régionale des comptes vous a dit « je vais faire le contrôle, mais il n'y a pas une urgence ». Vous les saisissez la première fois en novembre 2015, puis en 2016, et ils commencent leurs investigations en 2017, nous examinons le rapport en 2019. Donc, ne faites pas de cet argument le gage de je ne sais quelle pureté. Pour la simple raison, c'est qu'il n'y avait pas d'alerte
il n'y avait pas de procédure, d'inquiétude. Vous êtes le seul sur Terre, et c'est un peu triste de la part d'un président de conseil départemental, à évoquer la mise sous tutelle de la collectivité. Jamais personne n'a envisagé cette hypothèse, pour les raisons que la Chambre régionale des comptes, je dirais, confirme. Car aucune alerte de cette nature. Vous criez au loup, avec les conséquences que ça a eu, y compris sur l'image du département, auprès des banquiers, auprès des partenaires financiers. Mais bon, c'était manifestement pas votre sujet de préoccupation premier. Pas de faillite du département, pas d'endettement catastrophique. La CRC examine l'endettement et ne dit pas que nous étions dans un niveau d'endettement problématique. Elle dit que l'endettement a diminué, mais elle ne dit pas que l'Essonne était en faillite. Elle ne dit pas que l'Essonne était en incapacité d'honorer ses obligations et ses dettes. Deuxième point, et donc, quand je vous entends aujourd'hui, alors que c'était amusant parce que depuis quelques mois, vous aviez un petit peu mis beaucoup d'eau dans votre vin, et plus personne autour de cette table, même pendant une séance, vous avez dit non, on n'utilise pas le terme de faillite. Voilà. Et là, on sent que la meilleure défense étant l'attaque, il faut que vous reveniez à votre choix originel, qui est de dire c'était la faillite, alors même que si c'était la faillite en 2015, mais la CRC l'écrirait, dirait que le département était dans une situation d'alerte qui aurait justifié, etc. Elle ne dit rien de tel. Mais imaginez si l'Essonne est en faillite en 2015, alors 80% des départements de France sont en faillite. C'est vous qui inventez, et vous le martelez parce que plus c'est gros, plus ça passe. Mais là, on a des magistrats dont c'est le job d'examiner les comptes des collectivités locales et qui vous disent à aucun moment que le département était en faillite. Alors après, parce que la faillite, c'est plusieurs ressorts. Vous-même, vous l'avez dit, ça va jusqu'à la mise sous tutelle. Mais qui a envisagé ça? Enfin, bon. Alors, à l'appui de ça, c'était le deuxième levier, c'était les irrégularités. Les irrégularités sur la pratique des factures non rattachées. Et là, pardonnez-moi de le dire, s'il y a une irrégularité, s'il y a quelque chose qui ne respecte pas le Code général des collectivités territoriales, les instructions budgétaires et comptables, alors la Chambre régionale des comptes l'écrit. À quel moment, dans ce rapport, la Chambre régionale des comptes écrit qu'il n'y a pas eu le respect des lois, des règlements et des instructions en matière budgétaire et comptable? À quel moment? Quel paragraphe? Ah si, Monsieur le Président. Si. Quand il n'y a pas respect des règles budgétaires et comptables, elle l'écrit. Elle fait même un encadré. Ça s'appelle un rappel au droit. Et il n'y a pas un seul rappel au droit sur la pratique des factures non rattachées. Si la Cour avait estimé, tout à l'heure, M. Fontenaille disait c'était interdit, donc si c'était interdit, elle l'aurait dit. C'est ça la Chambre régionale des comptes. C'est ça le travail des magistrats financiers. Si c'est interdit, si c'est irrégulier, elle l'écrit. Elle n'a pas fait de rappel au droit sur cette pratique. Donc je ne sais pas dans quelle langue il faut vous le dire. Ce n'était donc pas irrégulier. Je suis prêt à assumer le débat avec vous. Ce n'est peut-être pas orthodoxe budgétairement et financièrement. Je l'ai dit, martelé et revendiqué ici 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Ce n'était pas orthodoxe. Mais ce n'était ni irrégulier, ni encore moins illégal. Et ça participait d'un choix politique. Nous ne voulions pas augmenter les impôts. Et donc, quand on veut quelque chose, on cherche tous les moyens dans le respect des lois et des règlements pour pouvoir le faire. Et nous l'avons fait. Le seul rappel au droit, la seule irrégularité, le seul non-respect des règles budgétaires et comptables, c'est vous qui l'avez commis. C'est vous qui l'avez commis, vous avez un rappel au droit, on va y revenir dans un instant. Le troisième élément, c'est l'illégalité. Est-ce que quelqu'un au conseil départemental de l'Essonne, dans l'exécution des budgets dont j'étais l'ordonnateur, a commis un faux en écriture? Vous avez délibérément, dans la stratégie de dramatisation, fait le choix de porter cette plainte. Vous l'avez fait dans une souci de communication.
Voilà. Il faut crier au loup, il faut dire c'est grave. Tous vos documents, qu'il s'agisse des courriers que vous avez adressés à tous les Essonniens ou des tracts que les partis politiques membres de votre majorité ont fait, mettez en permanence en parallèle ces deux informations. Il y a des factures cachées et il y a une plainte contre X qui a été déposée. On voyait bien, cousu de fil blanc, la dimension de dramatisation et de communication. Voilà. Donc les magistrats ont regardé. Il n'y a pas d'article 40, il n'y a pas de signalement. Des rapports de chambre régionale des comptes, quand ils décèlent une pratique illégale, en font mention. Donc votre troisième triptyque, votre troisième pilier, pas de faillite, pas d'irrégularité, à part les vôtres, et pas d'illégalité. Donc si, à ce moment-là, vous êtes encore dans le déni et de dire « on avait raison depuis le début, tout ce qu'on vous dit est vrai », voilà. Ils ont mis le département en faillite, ils ont commis des irrégularités et l'illégalité, forcément, vous en parlez un peu moins, puisque le seul objectif de cette plainte, c'était de la com. Voilà. Alors, rentrons dans le détail, parce qu'après, on n'y reviendra plus. Sur les rattachements, c'est d'une certaine manière la fin de l'entourloupe, de l'enfumage que vous avez monté de toutes pièces. Déjà, la mission d'information et d'évaluation, dont je rappelle que vous aviez cherché à m'en évincer. Chaque fois que je peux m'exprimer, il faut pas. Peut-être que dans quelques minutes, vous allez me dire vous parlez trop longtemps. La MIE avait déjà contribué à montrer que le décalage de trésorerie, que, je le redis, nous assumions, et qui avait pour but de protéger le pouvoir d'achat des Essonniens, était limité en volume et n'avait rien à voir avec un quelconque risque de faillite, les factures étant payées en début d'année suivante et le budget comportant suffisamment de crédit pour le faire. La Chambre régionale des comptes, je ne dis pas qu'elle fait sien cet argument, j'ai l'honnêteté de dire, elle cite les conclusions du rapport de la MIE, dans lequel, c'est-à-dire qu'elle les fait siennes, il est donc dit, ce financement était assuré par la reprise du résultat de l'année N. Les décalages de paiement des factures étaient donc financés par le résultat dégagé et ce décalage n'était donc pas motivé par une insuffisance de crédit voté par l'Assemblée départementale. L'insuffisance de crédit voté par l'Assemblée départementale, ça aurait été un budget insincère. Mais ce n'était pas le cas. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chambre ne s'arrête pas là et livre sa propre estimation du décalage produit par la majorité précédente. 24,5 millions. Un montant qui correspond à celui que nous avons toujours affiché depuis le début de cette affaire, loin de la centaine de millions que la nouvelle majorité voulait nous mettre sur le dos, pour la simple raison que la Cour reconnaît qu'il y avait une pratique constante et récurrente qui allait admise autour de 50 millions d'euros. Je cite la Chambre régionale des comptes, le montant total des dépenses non rattachées, qui correspondent à des factures présentant un retard de paiement plus ou moins important, a ainsi augmenté de 24,57 millions entre 2013 et 2015. Et c'est très intéressant parce que dans la MIE, quand vous avez souhaité auditionner les acteurs de la stratégie de la politique budgétaire, moi-même, vice-président chargé des finances, et le directeur général des services, Fabien Tastet, dont je salue la présence dans notre assemblée départementale, parce que je crois, et je ne veux pas parler en son nom, que lui, comme moi, a vécu tout ce que vous avez mis en œuvre, et notamment la plainte au pénal, comme une mise en cause assez insupportable de l'intégrité, du professionnalisme et du dévouement de tous ceux qui participent de la chaîne d'exécution du budget. Du président du Conseil général, au vice-président, en passant par le directeur général des services et les DGA et les directeurs concernés. Je vous l'avais déjà dit, un peu de courage aurait consisté à porter plainte contre moi, puisque j'assumais cette stratégie, cette politique budgétaire, plutôt que de jeter la suspicion sur l'ensemble. Et donc, dans l'audition que Fabien Tastet avait fait devant la MIE, il n'avait rien dit d'autre que ce que la Chambre régionale des comptes écrit. Je le cite, « Il reste le décalage conjoncturel supplémentaire que nous avons créé au titre des instruments de gestion budgétaire conjoncturelle que nous avons mis en place. Ils correspondent à 24 millions d'euros entre 2013 et 2015, soit moins de 1% du volume budgétaire du département, ce qui constitue une somme très largement maîtrisée. » Il ajoutait d'ailleurs que le poids de l'instrument conjoncturel, 24 millions,
était très modeste par rapport à celui des réformes de structure que nous avions chiffré à 138 millions d'euros et que rapporté à la facturation d'aide sociale, ce décalage conjoncturel supplémentaire correspondait à 20 jours de glissement, ce qui est tout à fait modéré. Et voyez, quand elle examine les factures non rattachées, la Chambre, elle n'emploie pas la formule de faillite, d'impasse budgétaire, d'irrégularité ou d'illégalité. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que la Chambre, d'une certaine manière, valide l'analyse budgétaire que nous avions mis en place et que nous avons exprimée devant la MIE ou dans cette enceinte à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait, on fait le dos rond, on attend le retour à meilleure fortune et celui-ci nous permettra d'éponger ce montage, je le redis encore, pas orthodoxe, mais légal, et qui permettait d'éviter de payer les impôts. Pourquoi elle dit ça? Parce que la Chambre régionale des comptes dit les DMTO ont progressé de 173 millions à 247 millions entre 2014 et 2017, ce qui dégageait 3 fois les marges nécessaires pour rembourser l'augmentation des factures telle qu'estimée par la Chambre. Et déjà dès 2015, les DMTO avaient cru de 50 millions d'euros par rapport à 2013 et permettaient d'absorber les 24 millions de décalage de trésorerie. Que nous dit sur ce point précis la Chambre régionale des comptes? L'encours des factures impayées et non rattachées mises à jour par l'audit du cabinet conseil et le rapport de la MIE a ainsi été résorbé plus rapidement que prévu, notamment du fait de l'augmentation substantielle des produits fiscaux. Mais dans l'augmentation des produits fiscaux, il y a l'augmentation de la fiscalité, on va y revenir, tout ceci ne sert qu'à justifier cela, mais il y a surtout l'augmentation des DMTO, et vous-même vous le reconnaissez. La Cour, la Chambre écrit « Le département a convenu que c'est bien le surcroît de recettes fiscales, vous l'avez redit à l'instant, en provenance notamment des DMTO, qui lui a permis d'apurer en 3 exercices l'encours des charges non rattachées. » Ben voilà, c'est simple. Nous aurions fait de la même manière avec cette augmentation des DMTO en réduisant à chaque fois le délai de décalage de paiement et sans faire tout le barouf que vous avez fait. Mais vous avez besoin de faire ce barouf parce qu'il fallait justifier les 29% d'augmentation. On va y venir. Mais donc du coup, quand on lit ça, on se demande bien à quoi donc a servi l'augmentation de 76 millions d'euros de taxes foncières. Alors oui, pour partie, à compenser la baisse des dotations de l'État. Je n'ai jamais contesté cet aspect des choses. Mais vous nous auriez dit on fait une augmentation de la fiscalité pour compenser la baisse des dotations de l'État, ce n'était pas 29% d'augmentation. Et vous aviez les DMTO et leur remontée en puissance pour couvrir ce décalage de trésorerie. Mais non, il fallait dramatiser, il fallait que ce soit noir, il fallait que ce soit grave, il fallait qu'il y ait de la justice qui plane pour pouvoir dire bah oui, on est obligé de faire 29%, c'est l'impôt gage, c'est de sa faute. Si on continue la lecture attentive, et c'est intéressant parce qu'il y a 13 pages de rapport hein, sur la partie rattachement. Il y a 7 pages qui portent sur la période dont j'ai la responsabilité, puis il y en a 6 qui portent sur la vôtre. Et là, c'est précis, c'est aiguisé. Que nous dit la Chambre régionale des comptes? Les protocoles sont un remède bien pire que le supposé mal. Elle semble, allez, on va le dire comme ça, et qui a l'habitude de lire des rapports, il voit les choses, peu convaincu, c'est le moins qu'on puisse dire, par les protocoles signés avec les établissements. Elle le dit elle-même, elle n'est pas en mesure de chiffrer précisément l'impact du décalage de trésorerie sur l'épargne de la collectivité, et donc sur son résultat, et je le reconnais. Par contre, elle évalue de façon très nette et massive la dénaturation de l'épargne par le traitement des factures effectuées par la nouvelle majorité. Ainsi, l'épargne brute de 2016 ne serait pas de 129 millions, mais de 83 millions, et celle de 2017 s'établirait à 138 millions et non 156 millions. C'est la note en bas de page, note 29, en bas de page de la page 21. Et donc, vous voyez bien que là, on a vraiment l'impression d'une opération de pied nickelé. On transforme un simple décalage de trésorerie en dette, au passage, sans vérifier la réalité de toutes ces créances, on va y venir tout à l'heure, parce qu'il vous allume sur le fait que vous n'avez pas respecté les règles, mais parce que vous êtes tellement pressé de faire un coup politique, et puis vous êtes un peu embarrassé par le monstre que vous avez créé, du coup vous bricolez, vous n'inscrivez pas tous les remboursements au budget, ce qui fausse très substantiellement, et peut-être plus significativement que les 12 millions d'euros estimés par le cabinet conseil sur l'impact qu'aurait eu
notre pratique sur le résultat de la collectivité. Et ça, par contre, cette dénaturation du résultat, ça n'échappe pas à la sagacité de la Chambre. D'une certaine manière, c'est l'arroseur arrosé. Et alors, et je terminerai par là, ce qui est fantastique, c'est que, je l'ai déjà évoqué, c'est que la Chambre régionale des comptes met en évidence que vous avez violé plusieurs principes comptables dans cette démarche d'apurement. Et je trouve ça assez cocasse, de la part des grands donneurs de leçons qui disaient que c'était un scandale des irrégularités commises. Là, les seules irrégularités commises que la Chambre régionale pointe, c'est chez vous, c'est dans les choix que vous avez faits. Aucun protocole ne mentionne les factures, leur numéro, leur date d'émission ainsi que leur date de réception par la collectivité, ni les modalités de contrôle mises en œuvre par la collectivité pour la constatation du service fait. D'une manière générale, je cite encore, les protocoles conclus avec les créanciers et les modalités de leur suivi ne paraissent pas présenter toutes les garanties souhaitables en ce qui concerne la vérification par la collectivité de la réalité du service fait et celle du montant de la créance à acquitter. Je me rappelle devant la MIE que j'ai donné comme explication que parfois, oui, nous avions dans les décalages de paiement, délibérément, des décalages ou des non-paiements parce qu'on avait des créanciers qui nous présentaient des factures dont on n'était pas certain du service fait. Si le résident dans tel service ou dans tel établissement était présent tout le temps, par exemple. Le contrôle du service fait, quand on est soucieux des règles comptables et budgétaires, c'est essentiel. Or là, parce que vous étiez dans la précipitation, vous avez violé la règle du service fait. C'est assez cocasse parce que vous dénoncez les paiements tardifs que nous faisions, mais la CRC, elle a été davantage préoccupée par des paiements trop rapides, mais peut-être pas forcément justifiés que vous avez faits. Et lorsqu'il s'agit d'argent public, il convient de vérifier la réalité des dépenses avant de les payer. On ne paie pas rubis sur l'ongle parce qu'on est pressé de faire un coup politique. Et je tiens à le dire, nous, on pouvait payer tardivement, mais parce que c'était ça aussi le concept, quand vous nous disiez facture impayée, maison de retraite, foyer pour handicapés, on donne vraiment l'impression qu'on enlève le pain de la bouche. Mais je le redis, dans la période précédente, ça aussi c'est la réalité des faits. Il y a eu une seule plainte, il y a eu une seule protestation, il y a eu un seul commandement d'huissier auprès du département pour payer une facture qui ne l'était pas. Il y a une seule association qui a mis la clé sous la porte parce que le département ne l'aurait pas payé. Non, non, pas une seule, et personne n'était lésé. Même quand les confédérations ont écrit pour dénoncer les protocoles, elles vous disaient le système antérieur, on s'y était fait, il était clair, il était transparent et il ne pénalisait personne. Alors que votre système les pénalisait. D'ailleurs, certains ont refusé d'y souscrire et ont mis en dépenses obligatoires. D'ailleurs, si toutes l'avaient fait théoriquement, vous auriez été bien embêtés. Et c'est donc sur ce sujet que vous subissez ce fameux rappel au droit, ce qui aboutit à cette situation compliquée pour une majorité nouvelle, soucieuse de donner des leçons de bonne gestion à ses prédécesseurs. Voilà. La réalité de ce rapport, c'est un rappel au droit sur ce point. Il n'y a pas un rappel au droit sur notre gestion. Il n'y a pas la mention d'une irrégularité. Il n'y a pas un article 40 pour dire qu'il y a eu un faux en écriture. Voilà, non mais à un moment, regardez les choses telles qu'elles sont. Je vous en supplie, pour vous-même, pour votre équilibre. Sinon, ça s'appelle du déni et c'est plus de la politique, ça relève d'un autre champ. Je termine. Une fois que le rapport de la Chambre régionale des comptes a remis les choses en place, établi la réalité des faits, écarté toute notion de faillite, d'illégalité, de délit, pointé que ce n'est pas orthodoxe, pointé que ça peut avoir un impact sur la composition du résultat, je ne le conteste pas. Je ne le conteste pas. Mais avec quelles conséquences? Une fois que tout ça est fait, il vous revient de répondre à 2 interpellations. Et j'ajouterai un dernier point. Est-ce que, Monsieur le Président, vous allez retirer la plainte pour X que vous avez déposée, contre X, pardon, qui est une blessure pour tous ceux qui sont autour de cette table, qui est une blessure pour tous les agents du département, et puis pour tous ceux qui, dans ma majorité et dans l'équipe de direction que j'animais, ont été heurtés par ça. La deuxième interpellation, c'est est-ce que vous allez vous expliquer? Parce que tout ça servait à quoi? Et je veux terminer par là, à justifier 29% d'augmentation. Et à pouvoir fanfaronner, pardonnez-moi l'expression, mais que c'est facile d'être un bon gestionnaire quand on augmente de 29% les impôts. Tous ceux autour de la table disent, bah oui, c'est dur, on se serre la ceinture, on truc. Nous, ce qui était dur, c'était de faire 0%. Oui, c'était dur. Faire 29% d'augmentation d'impôts et de dire après,
je suis le roi de la gestion, mais comment dire, c'est facile, c'est extrêmement facile. Alors vous avez trouvé le dérivatif politique pour dire, ben voilà, c'est pas notre faute. Donc, 76 millions de prélèvements fiscaux supplémentaires, même 80 sur 3 exercices. À quoi ça sert? Quand est-ce que vous rendez l'argent? Puisque la CRC nous dit qu'ils n'ont pas servi à payer les factures retardées, puisque les DMTO y ont pourvu. Et aussi, et je ne peux pas résister à ça, vous nous dites je suis un excellent gestionnaire. Dans le non moins excellent journal Le Parisien, ce matin, dans votre interview, vous dites notre gestion rigoureuse et nos efforts d'économie ont permis de réduire la dette, c'est vrai, elle a baissé de 20 millions d'euros, et d'augmenter de façon significative les dépenses d'investissement. Alors moi, je lis le rapport de la Chambre régionale des comptes, celui-là, pas un autre, hein, et je regarde les dépenses d'investissement. 2012, 204 millions d'euros, 2013, 194 millions, 2014, 201 millions. C'était le milliard des 5 années, c'est pas moi qui l'avais décidé, c'était Michel Berson, et j'avais maintenu 200 millions de crédits de paiement effectifs pour soutenir l'emploi et les entreprises, notamment essonniennes. Et donc je continue à lire le rapport de la Chambre régionale des comptes. 2015, vous arrivez, vous gelez tout, 163 millions d'euros. 2016, 145 millions d'euros. 2017, 161 millions d'euros. Donc, je sais bien que vous avez un problème avec la réalité, que vous aimez bien les fake news, Monsieur le Président, mais comment vous pouvez mettre dans le Parisien que vous avez augmenté de façon significative les dépenses d'investissement quand sur les 3 exercices, ça a remonté à partir de 2018, mais vous commencez à réatteindre le niveau qui était celui que nous faisions à 200 millions d'euros. En 3 ans, vous avez dépensé 125 millions d'euros de moins. Vous êtes en moyenne à 156 par an, quand nous, on est à 200 millions d'euros par an sur les 5 années qui précèdent. C'est-à-dire, comment vous pouvez, avec aplomb, mais le même aplomb que celui qui vous a conduit tout à l'heure à dire que tout allait bien, dire que vous avez augmenté de façon significative les dépenses d'investissement? C'est pas la vérité. Les comptes administratifs, on les a. Vous ne pouvez pas dire un truc pareil. Vous avez fait 37 millions d'euros de moins en 2015 par rapport à 2014. Vous avez fait 55 millions d'euros de moins par rapport à la moyenne des 200 millions d'euros et 39 encore. Donc quand vous retirez 125 millions d'euros d'investissement, qui serait utile à plein de trucs, on a parlé des transports tout à l'heure, c'est sûr que c'est facile. Vous augmentez les impôts, vous baissez les investissements, et après vous dites que vous êtes le super gestionnaire. Je ne sais pas si on y reviendra à tout ça. Moi, je tire 2 éléments. D'abord, qu'il n'y aura pas de procès sur la gestion des comptes de la collectivité. Que je trouve que c'est une mauvaise manière qui est faite à la politique, que de vouloir judiciariser pour pouvoir dramatiser et jouer de la tyrannie, de l'émotion et de l'instantanéité. Vous rendez service à personne en ayant ce type de comportement et ce type d'attitude. Voilà. Le seul procès relatif à ces factures non rattachées, à tout ce dont on parle ici, il aura lieu bientôt, c'est un procès en diffamation. Parce que je ne laisse pas passer le fait d'avoir été accusé par votre collègue vice-président du conseil départemental d'être auteur de faux en écriture. Parce que de la même manière, je pense qu'aucun d'entre vous ne supporterait que dans le débat public, pour discréditer son adversaire, on lui impute un crime ou un délit. Si on en est là, à ce niveau de discussion dans le débat public, alors c'est fini les amis. Il n'y aura que des populistes autour de la table. Ce sera celui qui aboie le plus fort, qui crie le plus fort, qui violente le plus fort l'autre. Voilà. Voilà. Je le dis. Je le dis. Et donc, la justice financière, d'une certaine manière, vient de passer. Il n'y a pas de faillite. Et vous pourrez le continuer à le répéter 100 fois, 10 fois. Et je m'attends à ce que le prochain journal départemental, vous soyez là dans l'invention. Plus c'est gros, plus ça passe. Et nous, avec nos petits moyens, on sera bien démunis pour pouvoir rétablir la vérité. Mais ça se voit tout ça à un moment. Il n'y a pas d'illégalité, il n'y a pas de faillite. Et heureusement que pour le département de l'Essonne, il n'était pas en faillite. Et c'était vraiment un mauvais service que de lui rendre, que de le crier sur tous les toits. On est en faillite, on est en faillite. Au moment où il faut lancer des émissions obligataires avec l'agence de finances locales ou des crédits bancaires. Il n'y a pas de faillite, il n'y a pas d'irrégularité et il n'y a pas d'illégalité. Ce qui est rassurant, c'est que même avec la pire des mauvaises foi, à la fin, la vérité triomphe.